C'était le 27 août dernier, un spectaculaire éboulement coupait la circulation sur l'A43 en Maurienne. Voitures mais aussi trains ou camions, une vallée presque paralysée. Cette semaine, c'est le tunnel du Mont-Blanc qui a fermé pour 9 semaines de travaux. Alors investissons-nous suffisamment dans nos infrastructures de transport? Sont-elles assez entretenues? Développe-t-on suffisamment le train essentiel dans une région comme la nôtre? Les Alpes, vous le savez, sont un carrefour de l'Europe. Des questions et des réponses tout de suite dans Dimanche en politique. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Philippe Rollet, vous êtes le maire de Saint-Jean-de-Maurienne. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Avec vous, Alexandra Caron-Cussé, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale Europe Écologie Les Verts et élue de la Savoie. Dans quelques minutes, c'est le maire de Fourneau qui nous rejoindra, François Chemin. La circulation est parfois compliquée à l'entrée de Grenoble. Il est donc un tout petit peu en retard, mais on ne lui en tiendra pas rigueur. Je vous propose de regarder ces quelques images tout de suite, des images que vous connaissez très bien tous les deux, j'imagine. Ça date du 27 août dernier, cet éboulement spectaculaire, 10 000 mètres cubes de roches qui s'écroulent sur l'autoroute A43 et sur les lignes ferroviaires qui relient la France à l'Italie. En tant qu'élus locaux, que vous dites-vous quand vous avez connaissance de cet événement? À quoi pensez-vous, Philippe Rollet? On pense tout de suite aux personnes, puisque cet éboulement a impacté à la fois la ligne ferroviaire, mais aussi l'autoroute et la départementale. Donc, par chance, aucun mort, aucun blessé. C'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Ensuite, il y a le problème majeur qu'on va évoquer aujourd'hui sur cette liaison française et Italie, qui pour nous est un élément majeur pour notre vallée, mais aussi la région. Et c'est l'un des grands passages français entre ces deux pays. Même question, Alexandra Caron-Cussé. Est-ce qu'on anticipe tout de suite les difficultés que ça va causer? Alors la première réaction, bien évidemment, vers les personnes, s'assurer qu'il n'y ait personne en danger, bien évidemment. C'est la première réaction. La deuxième réaction, pour moi, elle est un petit peu différente. C'est aussi penser à la gestion des risques, à la façon dont on anticipe ou dont on n'anticipe pas finalement tout ce qui peut arriver, la gestion des risques naturels qui va s'accentuer avec le dérèglement climatique. Et oui, bien évidemment, après, penser pour cette vallée et tous les problèmes de mobilité, tous les problèmes que cela cause sur la vallée. Vous parliez de dérèglement climatique. Est-ce que vous craignez tous les deux que ce genre de risque, ce genre d'éboulement ne se reproduise à l'avenir dans une région comme la nôtre? A priori, c'est un risque plutôt avéré pour l'instant. Alors, c'est renseigné. C'est renseigné. Les scientifiques disent qu'on n'est pas dans du réchauffement climatique, qu'on est dans du dérèglement climatique et qu'on va donc avoir des épisodes de sécheresse qui s'alternent avec des pluies plus violentes et que, effectivement, ça peut favoriser des éboulements, des glissements de terrain. Donc oui, il va falloir apprendre à mieux anticiper et à faire avec. Et je vous propose maintenant d'accueillir François Chemin parce qu'il vient de nous rejoindre quelques secondes seulement après le début de cette émission. Monsieur le maire, je vous laisse nous rejoindre. François Chemin, maire PS de Fourneau, merci d'être avec nous. C'est parfois compliqué d'accéder à Grenoble. Même question, monsieur le maire, avant de passer à la suite. François Chemin, quand vous avez connaissance de ces images le 27 août, ces images de l'éboulement, à quoi vous pensez en premier, vous, en tant qu'élu local? Je pense qu'on vit à la montagne et que la montagne, parfois, tombe. C'est un risque inhérent à la montagne. Nos communes sont cernées de PPRI, de PPRT, de PPR, je ne sais quoi, ça veut dire des plans de prévention des risques. Et moi-même, le 14 août, j'ai vécu une crue torrentielle à Fourneau, une crue qu'on n'avait pas vécue depuis les années 60. Donc ça fait partie des enjeux, ça fait partie des problèmes qu'on vit à la montagne, et c'est techniquement exceptionnel. Pour les gens qui suivent, pour la SNCF, c'est le premier éboulement aussi intense depuis 1978 sur le territoire métropolitain, mais c'est pas surprenant non plus. Et ça est amené à se répéter, comme le disait Alexandra Caron-Cussé. Les scientifiques, en tout cas, alertent sur cette multiplication des risques, Philippe Rollet. Oui, alors moi c'est une ligne que je connais très très bien, et la montagne également. J'ai passé beaucoup de temps en montagne et on voit depuis pratiquement 30 ans une montagne qui se dégrade. Et ce secteur tout particulier, ce qui nous a amené à nous positionner très très tôt, les écologistes également, sur cette ligne ferroviaire Lyon-Turin, puisqu'aujourd'hui, cet arrêt total des circulations entre la France et l'Italie, c'est bien la cause qu'on n'a aucune alternative. Quand on sait qu'un pays comme l'Italie... Ça aurait changé quelque chose que le Lyon-Turin soit en service? Bien sûr, puisque là aujourd'hui, économiquement, on aurait des échanges. On n'a plus de trains à grande vitesse, le Frecciaross reste côté italien. Les TGV français vont s'arrêter à Chambéry. Donc on a toute une population, 160 000 lits touristiques, et puis on a des échanges commerciaux
important. L'Italie, c'est le deuxième pays après l'Allemagne. Et je crois que c'est aussi ça, gérer, c'est aussi prévoir l'avenir. Et aujourd'hui, force est de constater que la décision qui devait être faite sur un Lyon-Turin avec des accès français n'est toujours pas prise. Et alors on avait prévu d'évoquer Lyon-Turin un petit peu plus tard, mais c'est pas grave, ça fait partie du débat, on va y aller maintenant. Alexandra Caron-Cussé, vous êtes d'accord avec ce diagnostic? Le Lyon-Turin aurait évité qu'on soit coupé de l'Italie comme ça par la Maurienne? Absolument pas, puisque le Lyon-Turin, il rentre sous terre à Saint-Jean, et la Maurienne, elle ne s'arrête pas à Saint-Jean, elle ne s'arrête pas à Saint-Michel non plus. Et d'ailleurs, on en a parlé lors de la dernière assemblée régionale, il y avait un vœu de Madame Bonivard, qui actait bien que pour qui est députée de la Maurienne notamment. Qui est députée de la Maurienne et qui actait bien que ce qui se passe là, c'est aussi une catastrophe pour la Haute-Maurienne. Donc ce dont on a besoin, c'est d'avoir des transports qui desservent l'ensemble de cette vallée. Et pour nous, bien évidemment, la connexion avec l'Italie, elle est excessivement importante, mais elle peut se faire via la ligne historique. J'imagine que vous ne partagez pas forcément ce point de vue, François Chemin. Je vais presque être centriste. Non. Dis donc. Non. C'est pas pour ça qu'on vous connaît normalement. Pour ce que connaît la Haute-Maurienne aujourd'hui, le Lyon-Turin n'aurait rien changé. C'est une réalité. Ce que ça change, ce sont les trains qui partent de Paris et qui alimentent Milan, ou ceux qui partent de Milan et qui alimentent Paris. Et donc ça pose un vrai problème de desserte de la Savoie. Aujourd'hui, en passant par le Lyon-Turin, on ne s'arrête pas à Modane, on est bien d'accord. Donc non, si le Lyon-Turin était en route aujourd'hui, pour les échanges internationaux, ça changerait tout. Mais pour la desserte propre de la Haute-Maurienne, je ne suis pas certain que ça change. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la desserte de la Haute-Maurienne? Déjà, il faut remettre en état la ligne historique. Mais ça, c'est un combat de tous les jours. Vous savez, ça fait des années qu'avec le maire de Modane, on se bat pour que les infrastructures ferroviaires de la Haute-Maurienne soient maintenues en état optimal d'utilisation. Et ça, parfois, on a un peu l'impression de prêcher dans le désert. Vous savez, quand les Allemands ont fui Modane en septembre 1944, ils ont fait sauter 100 mètres de galerie du tunnel historique, du tunnel de 1871. Il a fallu 1 an pour le réparer, avec un bataillon du génie du Transvaal, d'Afrique du Sud, et puis une entreprise française bien connue qui s'appelle Bory. Il a fallu 1 an. Aujourd'hui, on est presque 80 ans plus tard, et on nous annonce 1 an. Et pour nous, c'est quand même compliqué à admettre. Alors, je comprends bien que c'est un défi technologique, c'est compliqué. Aujourd'hui, le prix de la vie humaine est certainement plus important qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, du coup, avant de monter sur la falaise, on y réfléchit à 2 fois. Mais 1 an, pour nous, c'est très long quand même. Comment améliorer cette desserte du quotidien, désenclaver la Haute-Maurienne, Alexandra Caron-Cussé? Comment désenclaver? Ouais. Mais en fait, la Haute-Maurienne, elle est quand même desservie par une ligne existante. Et là, je vais être complètement d'accord avec mon collègue François Chemin. À un moment, il va falloir de la volonté, mettre des moyens pour... Il y a des usagers qui protestent régulièrement contre l'état de cette ligne, qui ont des inquiétudes aussi sur la ligne 53 du TER. Alors, il y a effectivement un collectif d'usagers qui est très actif sur cette ligne-là et qui demande un certain nombre d'améliorations. Par exemple, qui demande que Modane puisse être desservie, puis puisse y avoir une ligne jusqu'à Lyon direct, qu'il n'y ait pas besoin de faire des changements. Donc, il regarde tout ce qui est problème de changement. En fait, la ligne existe. Maintenant, il va falloir réparer très très vite pour que la Haute-Maurienne ne reste pas isolée, mais il va surtout falloir mettre du service sur cette ligne-là et faire en sorte qu'elle soit mieux utilisée. Clément Beaune, le ministre des Transports, est venu quelques jours après l'éboulement d'août dernier. Est-ce qu'il vous a apporté des garanties, Clément Beaune, tant sur la ligne historique que sur le Lyon-Turin dont vous parliez, monsieur le maire? Je voudrais simplement revenir. La Haute-Maurienne n'est pas desservie. C'est Modane qui est desservie. Et à partir de Modane, c'est une autre correspondance, essentiellement en bus ou en voiture, pour aller en Haute-Maurienne. Il y a 70 km après Modane de vallée. Donc on dessert pas la Haute-Maurienne. C'est vrai que la Maurienne a cette particularité d'être une vallée extrêmement longue et extrêmement étendue. Et j'évoquais que je connaissais très bien cette ligne pour l'avoir beaucoup fréquentée. Et en fin de compte, ce qu'on a sur le Fresnay, c'est le reflet de ce qu'on peut avoir depuis Saint-Michel. En fait, l'ensemble de cette face est donc complètement le Fresnay, l'endroit où ça s'est effondré, dégradé. Et réparer le Fresnay, ça ne veut pas dire que demain on n'a pas un problème à Aurel et qui arrive régulièrement avec des blocs qui tombent. Donc la ligne historique aujourd'hui,
elle peut être un jour condamnée. Faut bien l'intégrer. C'est pas une ligne uniquement sur sa partie ferroviaire, rail et support de rail qu'il faut travailler. Aujourd'hui, c'est une ligne qui est moderne. Elle est ce qu'on appelle des lignes banalisées. On peut circuler dans les deux sens avec des signaux automatiques. Par contre, la montagne, et quand on voit le Fresnay, ce qui se passe et ce qui se produit et les conséquences, on peut l'avoir ailleurs. Et c'est pas les incidents, ils existent régulièrement. Vous prenez toutes les archives, vous le verrez, et c'est depuis Saint-Michel, c'est-à-dire 12 km plus bas que les incidents qu'on a aujourd'hui. Alors ça, c'est des problèmes en plus, potentiellement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a comme solution, du coup? C'est pour ça que l'alternative du tunnel de base, qui aujourd'hui, c'est plus un sujet, plus des questions à se poser. Le tunnel de base, aujourd'hui, il est en cours de percement. Les offres ont été données, c'est 57 km depuis Saint-Jean, et qui va améliorer la liaison franco-italienne. Et ensuite, il y a les accès. C'est-à-dire comment on amène en grande capacité du fret. Parce qu'aujourd'hui, les camions, c'est plus de 2 millions de véhicules qui circulent en moyenne aujourd'hui. Hein. Moi, j'aimerais bien pouvoir réagir parce que, en fait, vous êtes en train d'aborder des choses très différentes. D'abord, sur cette ligne, dire que la ligne historique est condamnée, c'est complètement faux. Dire que, par contre, il faut rester humble par rapport à nos milieux de montagne, bien évidemment. Par contre, là, l'éboulement a eu lieu à un endroit. Il y a un rapport du BRGM, donc c'est les services d'État qui regardent un peu tout ce qui est minier, géologique, tout ça, qui dit que là, il va y avoir un problème. Il y a eu des éboulements il n'y a pas très longtemps, il y a eu des travaux du département en 2018-2019. Donc, en fait, ce sont des choses... Ce qui est incroyable, c'est l'impréparation. C'est la façon... Par exemple, on sait depuis longtemps que le tunnel du Mont-Blanc va fermer pour de la réfection. On sait qu'il y a un problème à cet endroit-là. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a rien de significatif de fait pour essayer justement de faire en sorte de minimiser ce qui peut se passer à la fois sur la ligne ferroviaire, mais à la fois sur la départementale. Vous parlez justement du tunnel du Mont-Blanc qui a fermé lundi pour 9 semaines de travaux. Il y aura un autre gros chantier à l'automne prochain, puis un scénario qui n'est pas encore tranché, soit une fermeture totale pendant 3 à 4 ans, soit une fermeture 3 mois par an pendant 18 ans. Scénario qui, j'imagine, vous effraie en Maurienne. Est-ce que vous craignez de voir arriver tous ces camions du Mont-Blanc? C'est environ 1700 camions à chaque jour au tunnel du Mont-Blanc sur la Maurienne. On a vu ce que ça donnait dans l'autre sens. Le 27 août dernier, quand la Maurienne a fermé, la vallée de Chamonix a été complètement paralysée par les camions. Peut-être que justement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas mettre dos à dos ces deux vallées. Ah, mais c'est pas mon intention. Oui, non, mais mais disons que quand l'une a des difficultés, en fait, l'autre subit. Elles sont complètement liées. Et on a besoin du report modal. Et on a, je pense, la même volonté de dire il faut mettre les camions tout de suite sur le rail. Par contre, là où nous différons, c'est que nous n'avons pas la même solution. Vous dites le Lyon-Turin, nous dit le Lyon-Turin, c'est dans 15 ans, alors qu'on peut commencer dès maintenant, et c'est maintenant qu'il faut le faire. François Chemin. Bon, je m'inscris un peu en faux par rapport à ce que j'ai entendu. Le rapport du BRGM dont parlait. Donc le Bureau des risques géologiques et miniers. Exactement, il date de 1975. À l'époque, on ne connaissait pas le terme de réchauffement climatique ni dérèglement climatique. C'était une notion d'extraterrestre. Et pourtant, dans ce rapport, on dit la montagne est inarrêtable. Elle tombera de toute manière, elle continuera à tomber. Donc, je le redis, c'est le propre de toute infrastructure d'être entretenu, d'être aménagé, d'être sauvegardé, d'être surveillé. Et il se trouve qu'en montagne, ça coûte beaucoup plus cher qu'ailleurs. Et c'est le cas pour l'autoroute de la Maurienne, c'est le cas pour l'autoroute du Mont-Blanc. C'est des autoroutes qui coûtent beaucoup plus cher en entretien, en construction, que d'autres autoroutes dans le bas de la vallée. Ce que je voulais dire par rapport à ce qu'on craint en Maurienne, par rapport au report modal. Déjà, c'est le traitement médiatique. C'est-à-dire que quand il se passe un truc au Mont-Blanc, on a l'impression que c'est la fin du monde. On ne parle plus ni de l'Ukraine, ni de quoi que ce soit. On parle du Mont-Blanc. Quand il se passe quelque chose en Maurienne, bon, alors là, je suis désolé, M. Chemin, j'ai beaucoup de sympathie pour vous, mais là, je ne peux vraiment pas vous laisser dire ça. On a fait des quantités de reportages, nous, ici, à France 3 Alpes, sur ce qui s'est passé en Maurienne. On a suivi ça au quotidien avec 1 ou 2 sujets par jour. On y était encore cette semaine. Mais regardez alors, France 3 n'est pas le paysage médiatique, mais quand même. Regardez clairement. Quand l'autoroute de Maurienne a fermé, donc au moment de l'éboulement, on a eu l'impression que c'était le chaos dans le Mont-Blanc. Aujourd'hui, c'est le Mont-Blanc qui est fermé et ce trafic, il est en Maurienne. Ça n'est pas le chaos. Le traitement n'est pas le même. Donc, c'est là que vous dites que les Savoyards sont mieux organisés que les Savoyards. Peut-être, peut-être, il ne faudrait pas le dire. Bon, ceci dit, aujourd'hui, l'autoroute de la Maurienne, de manière générale, elle est plutôt vide. Hein, il
Il y a beaucoup de camions, mais qui sont étalés. Quand on a le report de ce qui se passe au Mont-Blanc, elle commence à être compliquée. Mais il y a quand même 2 points qui sont extrêmement tendus. C'est l'entrée du tunnel, parce que l'entrée du tunnel, il y a un péage, il y a aussi un portique de détection des surchauffes pour éviter les incendies, il y a des contrôles douaniers, enfin bon, ça fait qu'il y a un ralentissement qui se poursuit sur 5, 6, 7, 8 kilomètres depuis l'entrée du tunnel et donc qui descend jusqu'au Fresnay. Et puis il y a la traversée de Chambéry. La traversée de Chambéry, c'est extrêmement problématique. C'est-à-dire on a coutume le moindre accident sur la voie rapide urbaine, ça vous bloque l'agglomération de Chambéry. Un enjoliveur de roues, et on se retrouve avec 8 heures de chaos dans Chambéry. Donc là, c'est un vrai souci pour l'occasion. Alors, je suis désolé, François Chemin, ça ne va pas vous plaire, mais on va prendre la direction du Mont-Blanc, justement. On va aller regarder ce qui se passe là-bas dans ce tunnel qui a donc fermé lundi pour 9 semaines. Un reportage de Benjamin Métral et Lucie Martin, et on en rediscute juste après. La plateforme d'accès au tunnel du Mont-Blanc est déserte. L'image tranche avec les files d'attente interminables de cette fin d'été. Sous bonne escorte, les seuls camions autorisés viennent acheminer du matériel de chantier. Les rares voitures qui se sont aventurées jusqu'ici sont quant à elles invitées à rebrousser chemin. Le GPS ne m'a pas indiqué que la route était fermée. Maintenant, je dois faire demi-tour et repasser par la Suisse pour rentrer chez moi en Italie. En Savoie, le tunnel du Fréjus a rouvert. En Haute-Savoie, celui du Mont-Blanc peut donc enfin entamer sa maintenance avec 6 semaines de retard. Changement des dispositifs de ventilation et travaux préparatoires sur la dalle. Le chantier test de rénovation de la voûte du tunnel a quant à lui été reporté d'1 an. En temps normal, 5300 véhicules franchissent l'ouvrage chaque jour, dont 1700 poids lourds. La fermeture jusqu'aux vacances de Noël est une très mauvaise nouvelle pour cette entreprise de transport qui réalise 50% de son chiffre d'affaires vers l'Italie. Du coup, on fait le détour par le tunnel du Fréjus, qui représente à peu près pour nous un détour sur l'aller-retour de 300 km, un bon 3 heures de route grosso modo. Il y a de l'autoroute en plus, il y a du gasoil en plus, il y a des heures chauffeurs en plus, donc tout ça, ça pèse sur le prix du transport. Le tunnel du Mont-Blanc a presque 60 ans. Une nouvelle période de fermeture prolongée est d'ores et déjà programmée à l'automne 2024. La direction du tunnel l'assure, les retards de maintenance n'auront aucune conséquence sur la sécurité des usagers. Alors, aucune conséquence sur la sécurité des usagers au Mont-Blanc. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur les Mauriennais, Philippe Rollet? Oui, c'est des conséquences énormes. Moi, on parlait tout à l'heure d'anticipation. C'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on a des structures aujourd'hui qui sont saturées. On parle souvent du Mont-Blanc et le Fréjus, mais à Vintimille, le Lyon-Turin permettrait d'absorber une partie du trafic sur Vintimille. Mais on voit bien aussi que ces camions, c'est 903 000 camions par an en moyenne. Chaque fois qu'on ferme le Mont-Blanc, c'est 20 000 poids lourds supplémentaires. C'est 1700 par jour à peu près. Enfin, un peu moins, 90% des camions qui passent au Mont-Blanc se reportent sur la Maurienne a priori. C'est ça. Donc c'est vrai que nos populations, elles sont impactées. Et puis d'autant plus avec le chantier en lui-même. Parce qu'on a un chantier qui quoi qu'on veuille, va améliorer en tout cas les flux ferroviaires de trains de marchandises et sur des longues distances. Depuis Calais, des transports qui font que traverser la France. Et celui-là, ça permet de les capter et de les envoyer par des flux importants. Mais en plus d'avoir des problèmes sur le routier, on a également des structures ferroviaires qui ne sont pas adaptées. Le contournement de Lyon, c'est un nœud ferroviaire depuis 30 ans qui n'a jamais été amélioré, la traversée du Rhône. Aujourd'hui, c'est des sujets qui sont abordés à travers les accès français. C'est pour ça qu'il faudrait se mettre autour d'une table, bien comprendre les enjeux. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent du Lyon-Turin quand même tous les trois qu'il y a un manque d'anticipation globale. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a un manque d'investissement dans ces infrastructures de transport? Alors, moi, je veux bien réagir parce que je pense que sur le court terme, et sur le long terme, le Lyon-Turin n'est pas la solution. Sur le court terme, parce que c'est un tunnel de base qui serait mis en place pour peut-être dans 10 ans, 15 ans. Du coup, pour avoir une réponse pour nos vallées maintenant, il s'agit bien de faire le report modal sur la ligne existante. Et là, c'est un problème de politique publique. Et là, il va falloir aussi qu'on se retourne vers l'État. Quand même. D'où ma question, est-ce que l'État s'est trop désengagé des infrastructures de transport, en particulier dans la région? Bien évidemment. Par exemple, M. Farandou, qui est le PDG de la SNCF, dit qu'il faut 100 milliards sur le réseau
pendant 15 ans. Et on avait eu une annonce du gouvernement de dire nous c'est super, on va mettre 2,84 milliards par an. Mais si on multiplie, ça fait 42. Le compte n'y est pas du tout. En fait, en France, on a un patrimoine ferré, on a un réseau ferroviaire qui est excellent, puisque, mais quantitativement. Par contre, il est dans un état, il ne fait que se dégrader parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Et ça, c'est un problème. Et oui, il va falloir moderniser, changer des signalisations, faire qu'à des endroits, les trains puissent se croiser. Par contre, je partage que sur le long terme, on aura besoin, par exemple, de faire le contournement de Lyon, puisque le tunnel... Même sans faire les accès du Lyon-Turin, il faut faire le contournement de Lyon. Oui, parce qu'en fait... C'est compliqué. Non, mais c'est parce qu'en fait, nous n'avons pas besoin d'un tube nouveau, alors que le tube qu'on a, il est utilisé à peut-être 20%. Donc, nous n'avons pas besoin de ce tube nouveau. Par contre, effectivement, pour aller chercher... On parlait de Chambéry tout à l'heure. Le maire de Chambéry est extrêmement inquiet. Il nous explique, Thierry Repentin, le maire de Chambéry, que si on ne fait pas ces accès français au Lyon-Turin, il n'y a plus de place pour faire passer du TER dans sa ville, parce que tout va être réquisitionné par les trains de marchandises. Mais c'est parce qu'il confond le fait de dire de faire le Lyon-Turin, c'est soit faire le Lyon-Turin, soit rien faire. Non, nous ce qu'on dit, c'est qu'il va falloir faire des travaux d'adaptation. Par exemple, sur l'agglomération de Chambéry, il faudra aussi faire de la protection phonique pour les riverains, si on fait passer plus de trains. Parce que c'est des trains jour et nuit de marchandises qui passeraient dans Chambéry, c'est assez gênant effectivement. Mais de toute manière, nous, ce que l'on veut, c'est du train. Donc, il faut se donner les moyens d'avoir du train maintenant. Donc oui, il va falloir adapter. Oui, il va falloir prendre en compte les demandes des habitants. Il va falloir changer aussi le matériel roulant pour qu'il y ait le moins de nuisances possible. Mais il va falloir quand même faire cette bascule. Les enjeux à la fois de qualité de l'air, de dérèglement climatique. Cette solution-là, elle n'est pas plus rapidement mise en place que le Lyon-Turin et les accès français. Les accès français, s'ils se font, c'est 2040, pas avant. Et on est bien d'accord. Mais là, c'est un choix du gouvernement qui tarde. Hein. Ça fait 1 an et demi que le gouvernement est censé donner son avis et on l'attend toujours. Ça ne les intéresse pas, visiblement. Moi, je ne peux pas... il vous en a parlé, Clément Beaune, quand il est venu, il a pris un engagement? Non, il n'a pas pris d'engagement. Il est venu passer un petit peu de pommade parce que la semaine d'avant, il avait oublié qu'au-delà de Saint-Michel-de-Maurienne, il y avait un autre bout de vallée. Je me permets de le dire. Ceci dit, les normes de sécurité de la SNCF, de la régie italienne, disent que dans le tunnel actuel, on ne fait pas passer plus de 30 trains supplémentaires que ce qui passe, pas aujourd'hui, mais avant l'éboulement. Ça, c'est une réalité. Et les protections phoniques, elles ne marchent que quand les trains sont à une certaine vitesse. En dessous, on ne s'en rend pas spécialement compte. À Fourneau, où j'habite, les trains, c'est une zone gare, les trains, ils roulent à 30 km/h. Eh bien, faire des murs anti-bruit, ça ne servirait à rien. Parce qu'ils ne roulent pas assez vite pour produire assez de bruit. Ils font beaucoup de vibrations. En hiver, on les sent, on entend la vaisselle bouger dans les placards, mais ce n'est pas spécialement du bruit, c'est un inconfort permanent, surtout. Alors, oui, effectivement, on ne va pas faire le Lyon-Turin pour les 700 habitants de Fourneau. Mais il n'y a pas que les 700 habitants. Mais quelle est la réponse, du coup, la réponse la plus efficace, la plus rapide à apporter? Parce que globalement, ce que dit Alexandra Carancuset ne vous convainc pas, mais le Lyon-Turin dans les accès français, c'est 2040. Elle a raison sur une chose. Moi, je dis, oui, la ligne historique, elle doit être remise à niveau. Parce qu'en réglant le problème de la circulation elle doit être... en Maurienne, on règle aussi celui potentiellement dans la vallée du Mont-Blanc. C'est une solution à double. On ne fait pas passer tout ce qui passe dans les deux tunnels par le tunnel historique. Et deuxièmement, nos gouvernants, mais tout le monde, tous les gens qui commandent sur Amazon, qui consomment, ont été charmés par la flexibilité du routier. Et donc, on passe d'un modèle de société qui est le tout consommation à un autre modèle qui est certainement un petit peu plus austère ou sensible, mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Vous partagez, Philippe Rollet? Alors, je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu des contraintes de ces grosses infrastructures, contraintes environnementales qui sont nécessaires, on est obligé d'avoir une anticipation très longue. Aujourd'hui, d'imaginer que 2040, il faut démarrer en 2030, c'est pas possible. Je pense qu'aujourd'hui, on est déjà très en retard. Regardez les Suisses, qui sont le modèle ferroviaire. Ils ont fait 3 tunnels. 3 tunnels très longs. Ils maîtrisent parfaitement la technique. Et puis, il faut regarder aussi, c'est la volonté politique. Donc là, moi, je vous rejoins. Mais la volonté politique, c'est aussi des moyens humains. Regardez l'état du fret aujourd'hui. On est en train de sacrifier le fret SNCF. Aujourd'hui, tous les contrats, une grande partie des contrats doivent être donnés
à l'allemand, essentiellement les Allemands, qui récupèrent des contrats aujourd'hui fret SNCF. C'est un ensemble. Aujourd'hui, il y a l'humain, mais il y a les infrastructures. Sur les infrastructures, on peut faire des choses. Je crois qu'il y a quelque chose qui a été engagé de longue date et on n'arrive pas sur ces grosses infrastructures à travailler sur la durée. Un désaccord entre vous sur les infrastructures, un constat partagé en revanche sur le manque d'investissement, visiblement. Et même globalement, ce qui vient d'être dit, en fait, en France, on a des décisions sur le ferroviaire qui sont catastrophiques. Globalement, les gouvernements ne comprennent rien au ferroviaire et là, nous inquiétant. Non mais vraiment, par exemple, le fait de vouloir démonter fret SNCF au moment où on a besoin de faire du report modal, c'est juste de la folie pure, hein. Il y a eu aussi une façon de découper la SNCF il y a quelques années pour séparer les différents métiers. Ça a été une catastrophe en termes de services, ça a emmené de la rigidité. Il serait temps d'avoir des gouvernements qui se penchent vraiment sur la question ferroviaire pour avoir les bonnes décisions. Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois. Le débat était de qualité, il est donc passé très vite. La semaine prochaine, ce sera un autre Savoyard qui sera sur ce plateau. Le député insoumis Jean-François Coulombe sera notre invité. D'ici là, passez tous un très bon dimanche et une très belle semaine sur France 3 Alpes. À bientôt. Merci à vous trois. Merci. Merci. Découvrir la France vue d'en haut. Les toits de Paris, c'est